Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, c'est une tactique qui semble se confirmer chez les banques centrales. L'idée qu'il faut surprendre désormais les investisseurs. L'effet de surprise semble devenu à ce stade en tout cas le nouveau mode d'action normal des banques centrales. On l'a vu ces dernières heures avec les surprises organisées, préparées venant de la Réserve fédérale américaine ou encore de la Banque centrale européenne sur la journée d'hier. La surprise ce matin, c'est celle de la Banque nationale suisse qui monte ses taux de 50 points de base. Le taux directeur est ramené de moins 0,75 à moins 0,25 en Suisse. Une hausse de taux qui n'était pas anticipée majoritairement, en tout cas par les investisseurs, qui déclenche des réactions de marché violentes. Le franc suisse s'envole de 2% contre l'euro et contre le dollar. La Banque nationale suisse qui monte ses taux avant même le premier mouvement de la Banque centrale européenne qui est attendu évidemment pour le 21 juillet prochain. On reste donc sur ce régime de surprise en attendant dans quelques heures maintenant la décision de la Banque d'Angleterre. Là aussi, une surprise est possible. Tout le monde attend une 5e hausse de taux. Quelle sera l'ampleur de cette hausse de taux? C'est la question à laquelle on aura une réponse en début d'après-midi. Et puis demain, Banque centrale du Japon également qui fait face à une pression énorme de la part du marché avec un yen en déroute et des marchés obligataires qui se sont disloqués cette semaine. Voilà donc pour le programme dans les prochaines heures et les prochains jours sur le front des banques centrales. Nous en parlerons avec Nadia Garbi, économiste senior chez Pictet Wealth Management qui sera avec nous en visioconférence dans un instant. Du côté des marchés, l'effet de soulagement hier a été notable après les décisions de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale américaine. Cet effet de soulagement aura été de courte durée puisque la rechute est assez violente aujourd'hui avec des marchés obligataires qui corrigent à nouveau. Les taux longs repartent à la hausse et les marchés actions repartent fortement à la baisse au point que le CAC 40 est en train de tester ses plus bas annuels de début mars. On est en train de passer sous les 5900 points sur le CAC 40 et plus généralement on voit un indice européen comme l'Eurostoxx 50 accusé lui aussi désormais une baisse de plus de 20% par rapport à son pic de début d'année comme son comparable américain, le S&P 500 est entré en bear market il y a quelques jours maintenant. Nous parlerons des marchés bien sûr avec Franklin Pichard qui sera à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance, avec peut-être quelques idées, quelques conseils pratiques pour organiser son portefeuille et sa stratégie estivale pour essayer de passer un été tranquille dans une ambiance de marché qui reste très compliquée aujourd'hui. Les marchés actions baissent de 2 à 3% en Europe à mi-séance. Une ambiance effectivement qui reste très compliquée sur les marchés globaux à la veille d'une échéance trimestrielle importante pour les marchés dérivés. Les infos clés du jour à mi-séance avec Alix Nguyen. L'Europe s'enlise, le marché dans son ensemble digère le relèvement de 75 points de base des taux directeurs de la Fed, auquel s'ajoute la hausse surprise de 50 points de base des taux directeurs de la Banque nationale suisse. À noter que la Banque d'Angleterre rendra son verdict sur les taux à 13h. S'agissant des indicateurs, nous prendrons connaissance à 14h30 aux États-Unis des inscriptions hebdomadaires au chômage, des permis de construire et des mises en chantier, mais aussi de l'indice Philly-Fed. La médiane des prévisions des membres du comité de politique monétaire de la Fed donne désormais un taux directeur à 3,4% en fin d'année et à 3,8% en 2023. Les prévisions de mars le plaçaient à 1,9% en décembre 2022. Jérôme Powell a affirmé pour sa part lors de sa conférence de presse que le resserrement des conditions financières devrait tempérer la demande. Le président de la Fed a aussi indiqué qu'à ce stade, une nouvelle hausse d'1 demi-point et de 3/4 de point lors de la prochaine réunion fin juillet est l'hypothèse la plus plausible. Les taux pourraient commencer à baisser à partir de 2024. On retient aussi des prévisions revues à la baisse. Les économistes de la Fed estiment désormais que la hausse des prix atteindra les 5,2% sur l'année et ne la voit plus revenir autour de l'objectif des 2% avant 2025. Elle pourrait se situer autour de 2,6% l'an prochain et de 2,2% en 2024. Le chômage pourrait quant à lui augmenter
augmenter dans les mois à venir alors que les craintes d'une récession vont crescendo. Les prévisions de la Fed restent néanmoins optimistes. Elles ne devraient pas dépasser les 3,7% d'ici à la fin de l'année et 3,9% fin 2023. On retient enfin que la Fed a nettement abaissé ses prévisions de croissance à 1,7% en 2022 contre 2,8% lors des précédentes estimations en mars. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt italien à 10 ans se tend, et ce après avoir diminué hier sous l'effet de l'annonce par la BCE de la création d'un outil anti-fragmentation. Le rendement de l'emprunt américain à 2 ans se tend, celui de l'échéance à 10 ans aussi. S'agissant des valeurs à suivre aujourd'hui, Engie chute. L'énergéticien indique avoir constaté une baisse des livraisons de gaz après les nouvelles restrictions sur les exportations décidées par Moscou. Et puis les valeurs cycliques et technologiques connaissent les plus fortes baisses. C'est le cas de Saint-Gobain, ArcelorMittal et ST Microelectronics. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. La communication des banques centrales évolue ces dernières heures, ce qu'on appelait la forward guidance, la communication anticipée, le guidage des anticipations de marché laisse place désormais à une stratégie de surprise. On l'a vu hier avec la Fed ou encore la Banque centrale européenne, mais la surprise du jour, il y en a une par jour en ce moment, c'est celle en provenance de la Banque nationale suisse. Nous en parlons avec Nadia Garbi, avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Je dis la Bonjour. Surprise du jour. Attendons effectivement la réunion de la Banque d'Angleterre qui aura lieu encore en début d'après-midi et puis celle de demain pourrait venir peut-être de la Banque centrale du Japon. Oui, la BNS, c'est pas une petite surprise, Nadia, même si avec vous on avait déjà évoqué cette possibilité de voir la Banque nationale suisse, elle aussi, entamer une forme de normalisation de sa politique monétaire. Je suis pas sûr que le marché avait anticipé que ce soit possible dès aujourd'hui pour la Banque nationale suisse qui relève donc son taux directeur très négatif, moins 0,75% de 0,50 points à moins 0,25 désormais. Comment est-ce que la BNS justifie ce mouvement aujourd'hui, Nadia ? Oui, alors c'est vrai que ce qui surprend, c'est la magnitude du mouvement. Plus 50 points de base dans ce meeting. Et on voit, si on regarde un peu la communication de la BNS, on les voit relativement nerveux aussi sur les perspectives d'inflation. Alors il faut savoir que la BNS prévoit un taux d'inflation de 2,8% en 2022 et 1,9% en 2023, ce qui peut paraître tout de même très faible par rapport à d'autres régions. Mais ce qu'on voit, c'est que la Banque nationale suisse a vraiment envie de maintenir aussi un franc fort pour justement réduire les pressions inflationnistes. On le voit dans les détails des commentaires que la BNS note que les récentes pressions à la hausse sur les prix ne sont pas uniquement dues à la guerre en Ukraine ou à l'énergie, mais qu'ils voient aussi un élargissement des pressions inflationnistes. Donc c'est ce qui justifie le mouvement de ce matin avant la BCE. Et je dois dire aussi qu'il y a 2 facteurs qui ont peut-être poussé la BNS à agir dès aujourd'hui de 50 points de base. On a tout d'abord le mouvement de la Réserve fédérale de plus 75 points de base. Et enfin, hier, les nouvelles sur potentiellement un outil anti-fragmentation de la BCE, qui permettrait à la BCE d'aller plus vite sur le cycle de hausse de taux. C'est intéressant. On parle de tactique d'une certaine manière, mais je trouve que c'est quand même intéressant à décrypter, Nadia. C'est assez rare, voire inédit, que la banque suisse agisse avant sa banque cousine, on va dire, la Banque centrale européenne. Mais le fait que la BCE ait convaincu d'une certaine manière les marchés qu'il y aurait un outil efficace pour régler le sujet de la fragmentation en zone euro, ça laisse entendre qu'une hausse de taux en zone euro de 50 points de base le 21 juillet prochain est peut-être déjà un done deal. Oui, tout à fait. Alors jusqu'à présent, c'est vrai que la BNS insistait sur ce différentiel de taux pour réduire les pressions sur le franc suisse. Donc on maintenait toujours un différentiel de taux entre les 2 taux directeurs, BCE et BNS, pour justement réduire un peu l'attractivité du franc suisse. Et ce qu'on constate, c'est que le fait que la BCE ait déjà, je dirais, annoncé qu'elle allait monter les taux de 25 points de base en juillet et potentiellement
comme vous le mentionnez, de plus, a peut-être conduit effectivement la BNS à agir aujourd'hui. Et en ce qui concerne la BCE, c'est vrai, on s'attend à une annonce sur le nouvel instrument anti-fragmentation en juillet, et potentiellement la BCE pourrait agir plus fortement que les 25 points de base préannoncés en juin, la semaine dernière. Pardon. Oui, c'est ça, effectivement. Oui, c'est pour ça que je dis que la communication bouge très très vite en ce moment du côté des banques centrales. Sur la BNS, si le sujet c'est l'inflation apportée à travers la devise notamment, est-ce que ce mouvement de 50 points de base est suffisant pour garantir une stabilité ou un niveau du franc avec lequel la banque suisse serait confortable ? C'est une bonne question, et j'ai l'impression que plus votre scénario sur les banques centrales est au quiche, plus vous êtes juste ces derniers temps. Alors je dirais que potentiellement on peut s'attendre à des mouvements de 50 points de base aussi en septembre prochain, voire en décembre. Ça dépendra aussi des autres banques centrales. Alors le prochain meeting de la BNS, c'est le 22 septembre. On aura entre aujourd'hui et le 22 septembre encore 2 meetings de la BCE et 2 meetings de la Fed. Donc potentiellement, si la BNS cherche à garder un franc fort, on peut effectivement s'attendre à de forts mouvements sur les taux directeurs en Suisse. Et je dirais que ce qui est une nouveauté vraiment, c'est que maintenant, on parle aussi de réduction du bilan de la Banque nationale suisse, ce qui n'était pas le cas dans les meetings précédents. Et je vous rappelle que le bilan de la Banque nationale suisse est assez conséquent, hein, c'est 1 trillion, avec composé de 80% d'obligations et 20% d'actions, dont environ 40% en euros et 40% en dollars. Oui, effectivement, si la Suisse commence à attaquer la question du bilan, ça montre une forme de stress, comme vous le disiez, de ce point de vue-là, Nadia, avec pourtant des perspectives d'inflation qui restent très, très mesurées par rapport à ce qu'on connaît ailleurs dans le monde. Sur le sujet de la Banque centrale européenne, donc le sujet de la fragmentation, Nadia, la BCE a convaincu hier pour se donner un peu de temps avant de convaincre définitivement avec des détails et un programme de gestion de crise crédible et efficace. Qu'est-ce qu'on comprend de la philosophie, voire des contours que pourrait prendre un tel programme pour être jugé crédible et efficace, justement, Nadia ? Oui, alors c'est dommage que ces annonces n'aient pas été faites, je dirais, la semaine dernière lors du meeting, car là, en fait, on a l'impression un peu que la BCE s'est sentie un peu, je dirais, stressée ou pressée par les récents mouvements de taux. Maintenant, à quoi on peut s'attendre le 21 juillet ? On aura sûrement un outil qui est similaire à ce qu'on a déjà l'OMT, mais avec quelques spécificités. Avec, par exemple, on peut imaginer une conditionnalité un peu plus légère que l'OMT, avec potentiellement une conditionnalité liée au plan de relance, aux réformes du plan de relance. On peut également imaginer un outil qui n'ait pas de limite en termes de montant, avec des allocations flexibles. Bien sûr que le diable est toujours dans les détails, hein, donc à voir ce que nous annonce la BCE le 21 juillet, mais potentiellement on devrait avoir un outil où on n'a pas vraiment où les conditions, je dirais, sont minimum si on veut vraiment être efficace. Mais il faut considérer que c'est un outil qui ne devra pas être aussi stigmatisant que ceux qui ont été mis en place à l'occasion de la crise souveraine. Qui n'ont d'ailleurs pas été utilisés. En tout cas, l'OMT n'a jamais eu besoin d'être activé, mais il faut se souvenir qu'à l'époque, la recommandation ou la contrepartie, c'était des programmes d'austérité. On ne parle pas de ça aujourd'hui, Nadia. Tout à fait, on veut moins de conditionnalité. Du moins, c'est ce que la plupart des pays voudront. Enfin, du moins, les pays périphériques voudront moins de conditionnalité possible. Donc, une idée, effectivement, c'est d'avoir une conditionnalité, je dirais, légère, attachés au semestre européen ou potentiellement aux réformes du plan de relance, qui serait tout à fait acceptable pour des pays comme l'Italie ou l'Espagne. Un mot de la Fed peut-être pour conclure, Nadia. Bon, la question est simple. Bon, la surprise a été préparée, bien organisée, etc. Est-ce que la Fed est un peu plus crédible peut-être ce matin qu'elle ne l'était il y a 48 heures, si c'est la question ?
C'est une bonne question. Bon, sur la crédibilité des banques centrales, on pourrait en parler des heures, je pense, ces jours. Mais je dirais que vraiment, effectivement, elle a, je dirais, bien accompagné ce mouvement d'hier soir. Et la réaction des marchés était plutôt positive, en tout cas jusqu'à hier soir, après la conférence de presse. Maintenant, c'est vrai qu'on voit vraiment, hein, l'inflation est devenue maintenant l'obsession numéro 1 de la Réserve fédérale et des autres banques centrales. Et ils seront prêts à agir de manière très forte dans les prochains meetings, à savoir s'ils refont un mouvement aussi grand que celui d'hier ou au contraire un 50 points de base en juillet. Une chose est sûre, c'est que l'inflation maintenant est devenue un objet politique et voilà, on voit vraiment que c'est la priorité au-delà de toutes les questions sur la croissance et sur potentiellement la récession dans ces prochains mois. Bon, on abandonne un peu de crédibilité sur la forward guidance, sur la parole donnée. Si c'est pour en regagner un peu dans la lutte contre l'inflation, tant mieux. En tout cas, c'est l'équilibre que cherchent aujourd'hui, semble-t-il, les banques centrales. Merci beaucoup, Nadia. Nadia Garbi, qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior chez Pictet Wealth Management. Franklin Pichard avec nous en plateau pour poursuivre cette discussion de marché, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin. Bonjour Grégoire. Ça devient compliqué à suivre quand même, ce jeu de banque centrale. J'ai d'ailleurs certains invités qui me disent « Oh là là, c'est ennuyeux, on parle que de ça, on parle que des banques centrales, c'est technique, ça ennuie tout le monde. » Bon, c'est quand même ce qui fait le marché en ce moment, il n'y a pas de doute. Oui, ce qui fait le marché, c'est ça. C'est les banques centrales conditionnées par l'inflation. L'inflation, c'est un phénomène qu'on n'avait pas vu depuis 40 ans. Et puis, ce qu'on a, c'est qu'on a une absence de signes d'amélioration dans les sujets lourds auxquels on est confronté depuis des mois maintenant. La pandémie, on n'en avait pas vu depuis 100 ans, et puis ça repart. On a géré, et puis là, ça repart. La guerre, ça fait 78 ans qu'on n'avait pas eu de guerre en Europe, et ça va s'enliser, on ne va pas en sortir, ça ne va pas être bon pour notre zone. Et puis l'inflation, comme on le disait, comme vous le disiez, comme le disent vos intervenants, 40 ans qu'on n'a pas vu, et le rôle essentiel des banquiers centraux pour lesquels, comme ça a été dit par Nadia un petit peu à mi-voix, c'est quelle confiance avoir dans des institutions qui se sont trompées dès le départ en la voyant très passagère et temporaire, qui maintenant courent après cette patte qu'il faut faire re-rentrer dans le tube de dentifrice. Ouais. Donc tout ça, c'est compliqué. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est taper fort, casser cette spirale inflationniste sans pour autant aller plonger l'économie mondiale en récession. Donc ça, c'est une équation impossible à... Oui, parce que plus le temps passe, plus l'inflation s'installe à un niveau élevé, plus ce chemin alors idéal du soft landing, qui est l'espoir de tout le monde, voilà, qui était l'espoir de tout le monde, plus ce chemin-là se rétrécit. Oui. Les marchés, ils ne sont pas naïfs par rapport à ça. C'est-à-dire que quand la Fed monte ses taux de 75 points de base, effectivement, il faut comprendre pourquoi est-ce que les marchés sont soulagés. Parce qu'on va abattre l'inflation, mais la contrepartie, et les investisseurs en ont conscience, c'est qu'il y aura un coût économique à payer à un moment. Oui. On l'intègre bien, cette partie-là aussi. On l'intègre tellement bien, c'est que, souvenez-vous, il y a encore un mois, même 15 jours, on vous parlait de stagflation. Là, on oublie la stagflation, ouais. On vous parle directement d'une récession dont certains disent également que c'est peut-être aussi le passage obligé. Que c'est le meilleur outil pour combattre l'inflation et avec une récession. Sauf que là aussi, il faut pouvoir contrôler une récession, ce qui est pas évident. On cherche la récession la plus douce possible. C'est un peu ça l'idée maintenant. Et ce serait ça. Mais c'est un jeu dangereux. Et c'est vrai que dans cet environnement-là, pour répondre à votre question, oui, et vous l'avez cité un instant, vous parliez de l'Eurostock 50 qui rentre en bear market. On a eu le Nasdaq, on a eu le SP500, on a le CAC, on le rappelle, c'est 20% de baisse sur les plus hauts, et on voit ce phénomène de bear market qui a tendance à s'étendre sur les places mondiales, et donc ça ne va pas dans le bon sens, ça nous incite pas à rentrer dans les marchés. Et hier, on l'a vu, on a eu un rebond, bien sûr, tant mieux, on prend ce qu'il y a à prendre quand ça arrive, mais notre réflexion, on en parlait à la clôture avec Philippe Cohen, on a dit, mais on n'a pas eu ces hausses quand on a un rebond de 5, 7, 8, 9%. La plus forte hausse, c'était Valeo, autour de 5%, je crois. Et
C'est-à-dire qu'on n'avait pas des rachats de positions short. Non. C'est-à-dire que quand on a un vrai rebond des marchés, déjà ceux qui ont poussé les marchés à la baisse, qui appuient sur la tête des marchés et qui commencent à se racheter, ils se rachètent coûte que coûte. Ce sont des automates qui font l'opération et vous avez les titres qui s'envolent et on a des hausses conséquentes. On n'a pas eu ce phénomène hier. Donc il y a eu effectivement de la part de certains des achats à bon compte, pensant qu'il y avait des opérations qui pouvaient être intéressantes à mener. Et on a vu comme ça les valeurs qui prenaient 2-3%. Mais c'était pas dans des volumes d'abord gigantesques. Et ensuite, c'était pas des rachats de short. Donc vraiment, on n'a pas construit les bases d'un rebond durable du marché. Oui, c'est ça, parce qu'on a en tête alors les vieux dictons boursiers, acheter au son du canon, par exemple. Mais quand vous voyez le comportement du marché après déjà 20% de baisse, cette recommandation de vieux boursiers, pour l'instant, elle ne s'applique pas. Non, pour le moment, elle ne s'applique pas. Tout comme on dit, ça y est, ces séances un peu catastrophiques qu'on a eues encore cette semaine, ce sont des signes de capitulation du marché. Mais ça, c'est bien quand on a un sujet sur la table. Là, on a une accumulation, ce par quoi je commençais tout à l'heure, une accumulation vraiment de problèmes structuraux très importants, et où à chaque fois qu'on a été confronté à ces obstacles et à plutôt des bonnes nouvelles par rapport à ces obstacles, ça ne s'est pas concrétisé dans le marché. Le marché les a balayés. On a déconfiné en Chine, le marché s'en fichait. On a eu une baisse de la pandémie, le marché s'en fichait. On attendait la première décision de la Fed. Le marché n'a pas géré ça en considérant que ça y est, c'était un point de base, ça nous permettait. Aujourd'hui, ils ont monté de 50 points de base. On comprend à travers le discours de Powell que 75. même si... 75. Oui, pas 50. Oui, c'est 25, 50, 75. Voilà. Et là, la Banque d'Angleterre, au début, on nous disait 0,25, et puis on a dit 0,50, et puis maintenant, on vous dit peut-être qu'à 13h, ils annonceront 0,75 pour se caler sur la Fed. Enfin, voilà, il y a un flou artistique sur lequel personne n'est capable d'anticiper quoi que ce soit. On l'a vu avec la Suisse, qui a surpris tout le monde. Ce n'est pas des conditions qui donnent envie à un investisseur de rentrer aujourd'hui dans le marché. Et on l'évoquait ensemble. Mieux vaut rater 5% d'un vrai redémarrage qu'on analysera comme peut-être un point bas derrière nous pour revenir véritablement sur le marché. Mais on est quand même le 16 juin. On a la fin du S1 dans 15 jours. On aura les publications du S1 sous 3 semaines, un mois. Vous l'avez dit, on aura les Fed, la BCE, on aura des réunions en juillet. Qui, aujourd'hui, à la veille des publications du S1, avant d'autres décisions drastiques des banquiers centraux et toutes celles qu'on ne connaît pas entre-temps, aura véritablement envie d'investir avant de partir en vacances? Je ne suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup d'élus qui lèvent le bras. Surtout, ce qui est très piégeux, et c'est vrai que là j'aime bien qu'on explique un peu comment on navigue dans des marchés baissiers, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un bear market s'installer. Alors on a eu des bear markets très rapides, oui, la pandémie, mais ça a duré quelques jours, quelques semaines. Voilà, c'était pas un bear market structurel ou fondamental d'une certaine manière. Donc, peu d'investisseurs ont connu des vrais bear markets, et il y a toujours ce piège des rebonds dans les marchés baissiers. Des rebonds qui peuvent être très importants, mais qui peuvent faire aussi beaucoup de dégâts chez des investisseurs qui se laisseraient un peu aveugler justement par ce type de réaction de marché ou de correction à la hausse. Oui, il faut garder beaucoup de sagesse dans ces marchés-là et éviter les excès. Effectivement, c'est une crise grave, on en a déjà eu, même aussi grave si on remonte très loin. Il faut savoir essayer de les gérer intelligemment. Certes, on n'a pas envie d'investir, mais toute chose égale par ailleurs. Quelqu'un qui n'a pas de titre aujourd'hui sera tenté de regarder un petit peu des titres qui sont quand même achetables. Acheter de l'air liquide aujourd'hui, franchement, acheter des valeurs un peu défensives, acheter du Sanofi, mettre un peu de bancaire pour lesquels on a des rendements entre 8 et 10%. On peut commencer à mettre un petit doigt dedans, mais un investisseur averti n'irait pas mettre plus de 30% ou 20% pour faire un premier geste dans un portefeuille. Quant aux autres, ceux qui sont davantage qui sont dans le marché, sont dans le marché,
Là, c'est compliqué, c'est difficile, mais il faut avoir le courage de dire que le pire est peut-être derrière nous, mais qu'il n'est peut-être pas totalement soldé. Ouais. Et dans ce cas-là, on se dit que, alors on considère que les bonnes nouvelles sont à venir, mais que pour le moment, elles ne se traduisent pas dans les cours et qu'il n'y a pas de raison que ça change à très court terme, on continue de faire du cash. J'ai évoqué à plusieurs reprises le fait qu'on faisait 20, 30. Maintenant, on se dit il faut peut-être monter dans certains portefeuilles des clients qui sont... faut pas hésiter à le dire, hein, on a des clients plus fragiles qui ne sont pas coutumiers des marchés financiers et qui sont parfois au bord de la panique. Ceux-là, on les accompagne, on refait 50% de cash dans un portefeuille. Parce ça permet d'être tranquille, quoi. Ça permet d'être tranquille. Et puis après, on met 30% de value, 20 ou 25% de value, 25% de croissance, ou selon les profils, 30% de value, 20% de croissance et vice-versa. Mais l'idée, c'est, quand ça repartira, on s'en apercevra. On rattrape peut-être 5%, comme on disait tout à l'heure, mais en tout cas, quand ça prend 5, on se dit non, ça va rebaisser. Et puis, si vous êtes vraiment en dehors totalement du marché, là, vous ne rentrez pas dedans. Quand je dis que je raterai 5%, c'est pour ceux qui vont avoir gardé leurs 50%. Ces 50% créeront de la valeur. Ils vont peut-être baissoter encore un petit peu, mais c'est le prix à payer pour ne pas rater le rebond. Le rebond, certains, alors je touche le bois, pourquoi ne pas les croire, qui vous disent qu'on pourrait redevenir flat à la fin de l'année. On entend tout et n'importe quoi. Bien sûr, non mais... Mais quand on regarde le CAC 40, vous regardez les performances les meilleures, Thales 52%, la moins bonne, Hermès 36%. Vous imaginez. Et quand on regarde la majeure partie des valeurs du CAC 40, les grandes belles valeurs, hein, les Schneider, Saint-Gobain, etc. On est à des moins 25, moins 30% depuis le début de l'année. Donc on a véritablement une baisse profonde et structurelle des marchés du CAC et aussi bien un environnement macro délétère et micro qui subit cet environnement-là, avec des prévisions où on a du mal à croire que les entreprises auront un discours positif fin juin. Donc, il faut rester prudent, il ne faut vraiment pas y aller beaucoup dans le marché. Et si on est encore trop investi, il n'est pas trop tard pour commencer à faire du cash, pour en faire encore un peu plus et passer un été tranquille, comme vous le disiez. Merci beaucoup, Franklin. Franklin Pichard, avec nous tous les 15 jours, le jeudi à 12h30 dans Smart Bourse, directeur général de Kipling Finance. Voilà pour cette édition. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure ensemble sur Bismart.